Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2557 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 13 septembre avec des anniversaires comme d'habitude. Tout d'abord, on peut voir le joueur de Tottenham, Pedro Porro. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. On peut voir aussi le joueur que tout le monde connaît, Thomas Müller, l'attaquant allemand du Bayern Munich qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Bon anniversaire également, ce joueur infatigable dans le football. Et tiens, en parlant de Thomas Müller, on va parler de lui parce qu'on va parler de ce Allemagne-France qui avait lieu hier soir. C'était un match amical sur le papier, mais on sait que les Allemagne-France, il n'y a rien d'amical, bref. Donc c'est l'Allemagne qui s'est imposée 2-1 et en parlant de Thomas Müller qui fête son anniversaire aujourd'hui, il a été le premier buteur du match à la 4e minute de jeu. Ensuite c'est Leroy Sané, 2-0 pour l'Allemagne à la 87e minute de jeu et Griezmann a permis au moins à la France de marquer un but sur penalty à la 89e minute de jeu. Du coup défaite des Français 2-1. Donc je regardais bien évidemment le match et globalement c'est plutôt logiquement qu'on s'incline parce qu'on n'a pas fait le match qu'il fallait pour gêner cette équipe allemande. N'oubliez pas que l'Allemagne restait sur 5 matchs sans gagner, restait sur 4 défaites et un nul. Et du coup, ils ont cassé cette mauvaise spirale et ils ont gagné contre la France. Donc c'est parfait pour eux. Enfin, ils se relancent un petit peu. L'Allemagne qui avait beaucoup de difficultés. De côté français, nous, on n'a pratiquement rien proposé. On était trop brouillon dans le jeu et surtout, il manquait quand même pas mal de cadres qui ont été laissés au repos pour cette rencontre. Donc les stats de la partie, donc la possession, c'est pareil. Enfin, moitié-moitié, 50-50 pour les deux. Donc les tirs, donc Allemagne efficace. 5 tirs seulement. C'est vrai qu'ils n'ont pas beaucoup tiré les Allemands, mais 5 tirs. 2 tirs cadrés, 2 buts en gros. Mike Maignan a fait aucun arrêt hier. Donc voilà, très efficace les Allemands. Et côté français, ils ont eu plus de tirs. L'équipe de France, 12 tirs, 6 tirs cadrés. Ce qui fait quand même 4 tirs cadrés de plus que l'Allemagne. Mais seulement un but inscrit parce qu'en face, il y avait un très bon Marc-André Ter Stegen. La une du journal L'équipe aujourd'hui en ce 13 septembre, au lendemain de cette défaite. Coup de froid pour les Bleus en une. Et si on zoome un petit peu, tout ce qui est marqué un petit peu en bas. Donc mené au score dès la 4e minute de jeu, l'équipe de France a concédé hier sa première défaite de l'année sans son capitaine Mbappé et plusieurs autres titulaires. Elle a affiché trop de lacunes. C'est vrai que j'ai dit, il y a quand même une équipe de France et les remplaçants. Et là, il y avait quelques remplaçants qui ont commencé titulaires et tu le sens. Voilà, qu'il faut vraiment avoir les cadres pour performer lors des grands matchs, on va dire. Enfin, quand c'est un grand adversaire en face, parce que l'Allemagne, même s'il restait sur une série avec pas mal de défaites, ça reste bien sûr l'une des meilleures nations au monde. Et du coup, le mot qu'on peut peut-être utilisé bien sûr en parlant de l'équipe de France avec ce match hier, c'est décevant. C'est vrai que l'équipe de France a déçu lors de cette rencontre. Donc tout d'abord voilà le 11 titulaire pour cette rencontre. Donc la France a encaissé son premier but, n'oubliez pas qu'ils ont pris un but au bout de 4 minutes de jeu. Donc la France a encaissé son premier but depuis la finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine en décembre dernier. C'est vrai que tous les autres matchs à chaque fois c'était clean sheet sur clean sheet côté équipe de France. Ça faisait 9 mois parce que la finale c'était au mois de décembre dernier. Ça faisait 9 mois que les Bleus n'avaient pas encaissé le moindre but et hier ils en ont pris 2 lors de cette rencontre. Mike Maignan encaisse son premier but sous les couleurs de l'équipe de France. C'est vrai qu'il n'avait toujours pas encaissé de but. Il avait fait des arrêts magnifiques. On se souvient contre l'Irlande, un penalty également arrêté, je me souviens plus c'était contre qui il avait arrêté aussi un penalty, je crois que ça devait être contre les Pays-Bas. Et voilà, c'est son premier but encaissé avec les Bleus, Mike Maignan. Et la dernière fois que la France s'est inclinée face à l'Allemagne parce qu'on était un peu leur bourreau ces dernières années, souvent on les battait les Allemands. Donc c'était un 3 juillet 2014, un quart de finale de Coupe du Monde. C'était la dernière fois que l'Allemagne avait gagné contre l'équipe de France. Ça remontait à 2014, ça faisait 9 ans que l'Allemagne n'avait pas battu la France. Donc il y a eu pas mal d'Allemagne-France ou France-Allemagne ces dernières années. Donc le dernier en date c'était en 2021 avec une victoire des Français 1-0. Donc en 2018 il y avait France-Allemagne 2-1 pour la France. En 2018 également, il y a eu 2 fois en Allemagne-France, donc 0-0. Il y a eu un 2 partout en 2017. En 2016 2-0 pour la France, on se souvient c'était la demi-finale de l'Euro. Il y avait une victoire aussi en 2015 2-0 contre l'Allemagne. Et là cette fois c'est défaite pour les Français contre l'Allemagne. Après je préfère perdre contre l'Allemagne en match amical et les gagner bien sûr lors d'un demi-finale ou un quart de finale de l'Euro ou d'une Coupe du Monde bien sûr. Ce qui est le plus important c'est match officiel. Mais bon, on aurait pu continuer bien sûr cette très belle série. Toujours avec l'équipe de France, s'incline également pour la première fois contre l'Allemagne, contre la Mannschaft en Allemagne depuis 1987. C'est que les Bleus, ça faisait quasiment plus de 30 ans, même 36 ans que la France n'avait pas perdu contre l'Allemagne en Allemagne. C'est vrai que la France a déjà perdu contre l'Allemagne, peut-être en France ou ailleurs, au Brésil, quand il y avait la Coupe du Monde 2014, mais ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu dans leur propre pays. Didier Deschamps, après la défaite face à l'Allemagne, donc il a dit ça ne fait jamais plaisir
plaisir. On a fait un début de match catastrophique, c'est vrai, les 10 premières minutes, on n'a pas touché le ballon. Je crois que le commentateur, il avait dit qu'au bout de 10 minutes de jeu, Aurélien Tchouaméni n'a toujours pas touché le moindre ballon au bout de 10 minutes de jeu, alors que c'est un joueur qui normalement qui touche à peu près plus de 100 ballons par match. Donc évidemment, ce n'est pas ce que j'attendais, je ne vais pas enfoncer le clou. Il y a des circonstances atténuantes, donc voilà ce qu'il a pu dire à la fin du match Deschamps par rapport à cette défaite, logique, il faut le dire, logique des Français. Le déchet technique de l'équipe de France ce soir, ça fait peur, c'est qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles, des passes toutes simples à faire qui n'ont pas été, qui ont été foirées, tout ça. Voilà, c'est vrai qu'il y a eu trop de lacunes pour gêner cette belle équipe allemande. Après, c'est pas non plus qu'ils étaient énormes les Allemands, c'est surtout que nous qu'on n'était pas super bons lors de cette rencontre. Par exemple, il y a un joueur qui a commencé titulaire, normalement qui a ce statut de remplaçant en équipe de France, c'est Jean-Claire Todibo qui hérite de la note de 3/10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. C'est vrai que sur le deuxième but, c'est lui qui est coupable parce qu'il fait une mauvaise passe qui amène au but juste après. Donc 3/10 pour Jean-Claire Todibo. Pavard aussi, ça commence à être un gros problème. C'est vrai que ça fait pas mal d'années comme qu'il est en équipe de France. Et c'est vrai que ce poste de défenseur gauche, il n'y a pas de souci. Il y a plein de défenseurs gauche en équipe de France, mais le poste de défenseur droit, c'est un gros problème. Et Pavard, c'est 65 minutes jouées, c'est 61 ballons touchés, c'est un duel sur 3 gagnés seulement, c'est 9 ballons perdus et c'est 45 passes réussies sur 90. Une note d'après Foot Mercato, lui ont donné une note de 3/10 par rapport au match qu'il a pu faire. Pavard, c'est vrai que dès que c'est un petit peu rapide, enfin dès qu'il y a un attaquant dans son couloir qui est un peu rapide, Pavard, ça y est, les gars on le voit plus. Lors du premier but, il est totalement laissé à l'abandon, les gars. Enfin, c'est pas lui non plus qui est coupable, mais c'est lui qui doit être sur le joueur, bien sûr. Donc voilà, concernant Pavard, et qui doit être le défenseur droit titulaire de l'équipe de France sur Football Log, tiens, Koundé, Pavard, Klose. Un autre joueur, plus de 5200 votes à peu près, et la plupart, dont moi j'ai mis quand même Jules Koundé, là tu me proposes ces 3 choix plus un autre. C'est vrai qu'en équipe de France, c'est qu'on a des lacunes, donc voilà, je partirais comme sur Koundé. Après il y a Klose qui a pas mal de votes, comme 35 et seulement 6% pour Pavard. C'est vrai que si je compare avec l'Angleterre, parce que je pense à l'Angleterre, ils ont plein de défenseurs droits, ils ont Kyle Walker, ils ont Reece James, ils ont Alexander Arnold, alors que nous on n'a pas un défenseur droit, on va dire potable quand même du côté des Bleus, et ça c'est quand même un gros souci depuis pas mal d'années. Les notes de l'équipe des Bleus face à l'Allemagne, donc voilà toutes les notes. Donc Mike Maignan, une note de 4, c'est vrai qu'il a eu 2 arrêts, enfin 2 tirs cadrés arrêtés, il a arrêté aucun. Pavard 3, Todibo 3, Saliba 4, Théo Hernandez 4 aussi, il n'a pas été super bon Théo Hernandez. Coman 5, il a beaucoup tenté, mais il a beaucoup percuté, mais il a perdu pas mal de ballons dans ses percussions. Tchouaméni 7, même s'il n'a pas touché le moindre ballon dans les 10 premières minutes. Après, il est rentré dans le match. Après, ça a été le meilleur français. Il a tenté des frappes. Il a été bon dans le jeu. C'est peut-être la seule satisfaction hier. Tchouaméni, Kamavinga 5, Rabiot 4, Colomani. Colomani qu'on n'a pas vu. Dommage, j'aurais dû avoir un penalty sur la faute de Rudiger là où il le pousse. Il y a totalement penalty. Je sais pas ce qu'il dit l'arbitre. En plus, il y avait la VAR, les gars. C'est un match amical, mais il y avait la VAR. Comment il peut pas avoir penalty là-dessus? Des fois, c'est incompréhensible. Bref, on va pas s'éterniser dessus. Et Griezmann, une note de 4 malgré son but. C'est un but sur penalty. Donc voilà, par Tchouaméni, les autres, et peut-être Kamavinga à la rigueur. Les autres, les gars, ils ont coulé tout simplement contre cette équipe allemande. Marcus Thuram aussi, bon, il n'a pas été noté parce qu'il est rentré en cours de jeu, puis là c'était plutôt les titulaires. Et Thuram, donc moi c'est mon point de vue perso, je trouve quand même que, voilà, c'est ce que j'ai pu mettre hier sur mon Twitter, pour ceux qui me suivent, des fois je commente un peu le match, c'est très limité, je trouve, comme pour l'équipe de France. Marcus Thuram, il fait plein de mauvais choix, puis même, je sais pas, vous savez qu'il avait marqué contre l'Irlande, c'est bien, bon après un but un peu gag, bon ça lui arrive dans le pied, il a juste à tirer, tant mieux, mais c'est vrai que Marcus Thuram, je trouve qu'il y a des joueurs qui méritent plus que Thuram pour jouer en équipe de France. Après voilà, c'est Deschamps bien sûr qu'il choisit, je pense que mais j'en suis sûr que son père, Lilian Thuram, qui est un copain de Didier Deschamps, ça doit jouer beaucoup, les gars, pour les sélections tout simplement de Marcus, bien sûr, avec les Bleus. Mais pour moi, il n'a pas le niveau. Il y a plein d'autres joueurs français, les gars, qui méritent plus que Marcus Thuram de jouer en équipe de France. Mbappé, on va parler d'Mbappé parce que Mbappé n'a pas joué. Pourtant, il était dans les compos probables, tout ça. Mais grosse surprise, il n'a pas commencé. Donc les Bleus sans Mbappé, ce n'est pas la même histoire, c'est vrai. Donc Kylian, nos parties, c'est vrai. Donc la France n'a remporté aucun des 4 derniers matchs où Kylian Mbappé n'était pas titulaire. 1-1 contre la Croatie et l'Autriche en juin 2022. Ils avaient perdu 1-0 contre la Tunisie en novembre lors de la Coupe du Monde. Il était remplaçant. Et ce soir contre l'Allemagne. Donc voilà, quand il ne commence pas titulaire, la France n'a pas gagné le moindre de ses 4 derniers matchs quand il est sur le banc. Donc voilà, on peut le dire, Mbappé dépendant. C'est vrai qu'on a bien voulu le voir rentrer en cours de jeu. Pourquoi il n'est pas rentré en cours de jeu? Voilà, en gros, il a donné la réponse. Deschamps, il a dit qu'il y a un souci au tendon rotulien à la suite de l'entraînement d'hier, donc avant-hier en gros. Donc ce n'est pas grave, mais c'est un problème qui le gêne et avec des risques aussi. Donc s'il ne débute pas, ce n'est
n'est pas le faire rentrer, qui va améliorer sa situation. Donc voilà, en gros, c'est parce qu'il était blessé, il avait une gêne, un tendon rotulien. Donc bon, je pense que la meilleure solution de ne pas le faire jouer et surtout que le PSG puisse bien sûr l'avoir lors des matchs officiels. Il y a Nice après-demain, il y a surtout Dortmund dans 6 jours pour le PSG. Donc ouais, c'est vrai que moi je préfère qu'il joue pas là. Imagine il se blesse et je sais pas, il est absent pendant 2 mois. Donc non, voilà. Donc pourquoi il n'était pas là. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup manqué Mbappé parce qu'on aurait bien voulu le voir jouer cette rencontre hier. On va parler de Griezmann. Griezmann qui a joué, et Griezmann qui a été buteur, 44e but pour Antoine Griezmann avec l'équipe de France, félicitations à lui, et son 5e but contre l'Allemagne, c'est contre cette équipe là où il a marqué le plus de buts Grisou, donc félicitations à Antoine Griezmann, malgré son match, bon il a marqué sur penalty, mais bon comme la note de 4 sur 10, c'est on l'a pas trop vu Griezmann, mais bon de nouveau il a joué, et de nouveau ça fait quand même 123 sélections pour Antoine Griezmann, donc il a ainsi rejoint Thierry Henry à la 4e place des joueurs de l'équipe de France les plus capés de l'histoire des Bleus, donc félicitations à Griezmann, on peut voir aussi qu'il a le brassard de capitaine, vu que c'est le vice-capitaine des Bleus, et vu qu'Mbappé n'a pas joué, donc c'est lui qui avait ce brassard de capitaine. Du coup, pour l'équipe de France, c'est quoi le programme? Donc maintenant, c'est fini, il n'y a plus de match. Donc rendez-vous le 13 octobre, on est le 13 septembre. Donc dans un mois, jour pour jour, ça sera un déplacement du côté des Pays-Bas. Donc s'il y a un nul, les gars, ça sera la qualification, voilà, ça sera officiel pour jouer l'Euro. Donc voilà, ce sera que les Pays-Bas. Donc là, ça a été l'Allemagne, ça a été un échec. Le prochain, ce sera match officiel. En plus, un match pour un billet pour jouer l'Euro. Donc là, on espère voir un autre visage des Bleus. Donc voilà, dans un mois, on retrouvera l'équipe de France. On va parler rapidement de la Mannschaft, les gars, l'Allemagne. Donc du coup, je vous ai dit, la France 2-1, eux qui restaient sur pas mal de défaites. On va parler de Thomas Müller, tiens, qui fête aujourd'hui son anniversaire, 34 ans, et 45e but pour Thomas Müller avec la Mannschaft, légende totale bien évidemment. Thomas Müller, quelques photos, tiens, des joueurs, tiens, du but, tiens, de Leroy Sané en fin de match, Mike Maignan, un peu trop juste, Leroy Sané, on peut voir Henrich, on peut voir tous les autres joueurs de cette sélection allemande, et juste le coup dur pour l'Allemagne. Et bon, pour l'Allemagne, mais surtout pour le Barça, parce que là, il n'y a plus de match pour les Allemands, c'est Gundogan qui s'est blessé, le capitaine, pas bon pour le Barça, ça. Donc le Barça se montre très inquiet concernant la blessure de Gundogan, donc je crois que c'est une blessure au dos. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, il se touche un peu le bas du dos, tout ça, donc je crois que c'est au dos. Donc pour l'instant, on ne sait pas, il va passer certainement des examens aujourd'hui, on en saura beaucoup plus au fil de la journée. Donc voilà ce qu'il va dire sur ce Allemagne-France hier. On continue avec les autres matchs, cette fois-ci, c'était des matchs officiels pour se qualifier pour le futur Euro. Tout d'abord, l'Espagne contre l'équipe chypriote, et l'Espagne s'est imposée 6-0 pour ceux qui ont suivi mes TikTok, tous les jours les gars, je vous mets les premiers jours, j'avais dit 5-0, j'étais pas loin. Bon bref, Espagne 6-0, bon il y a eu 6-0 là, il y a eu 7-1 il y a eu quelques jours. Donc Gavi, Merino, Joselu, Ferran Torres doublé et Baena buteur. Donc voilà, ça a été un match à sens unique pour l'Espagne. Regardez l'Espagne quand elle joue, quand elle met sa patte, possession, tout ça, c'est injouable à 27 tirs, 12 tirs cadrés, 6 buts. Voilà, donc que dire sur cette équipe espagnole qui est impressionnante. N'oubliez pas qu'ils ont remporté la Ligue des Nations il y a quelques semaines. Et vendredi dernier, donc 7-1 face à la Géorgie, là 6-0 face à Chypre. Donc ça fait 13 buts inscrits sur ce rassemblement. Donc tout va bien du côté de l'Espagne. On va parler de jeune Lamine Yamal. Et il était titulaire pour le match hier. Ça aussi c'est un événement, et du coup Lamine Yamal là sur ce rassemblement, donc il est devenu tout d'abord le plus jeune joueur de l'histoire de l'Espagne, le plus jeune joueur à avoir marqué un but avec l'Espagne, et le plus jeune joueur à avoir été titularisé avec l'Espagne, parce que lors du match contre la Géorgie il était rentré en cours de jeu. Donc voilà, les 3 records qui seront très compliqués à 16 ans, c'est pas marqué les jours, sur 16 ans, peut-être 52 ou 53 jours à peu près qu'il a, donc voilà, il va falloir le détrôner, ce record énorme pour Lamine Yamal. Et c'est vrai que Lamine Yamal, 16 ans, en train d'humilier des pères de famille, c'est vrai que bon, là c'est une vidéo où il met totalement dans le vent un défenseur chypriote. On va parler aussi d'un autre buteur, tiens, le premier buteur du match, Petrosec, parce qu'on l'appelle comme ça maintenant du côté de la sélection espagnole, c'est Gavi avec son casque, il appelle Petrosec comme l'ancien gardien de Chelsea qui avait ce casque. Voilà, il le porte encore quelques fois, parce que vous savez que lors du dernier match avec le Barça il s'était fait recoudre l'oreille. Et on va parler de Ferran Torres, double buteur. Ferran Torres soigne ses stats en inscrivant un doublé avec l'Espagne. Je ne sais pas s'il a commencé titulaire ou il rentre en cours de jeu, mais une chose qui est sûre, c'est qu'il a marqué 2 nouveaux buts, et souvent soit avec l'Espagne ou avec le Barça, il rentre en cours de jeu en fin de match, et souvent il est décisif, Ferran Torres, qui fait un gros début de saison. Les autres, non, il n'a pas commencé titulaire, parce que voilà, c'est le 11, et tout le monde a la moyenne à part Morata. Pourtant Morata a mis un triplé contre la Géorgie, il a joué, bon, il n'a pas été bon, parce qu'il y a une note de 2.7 seulement pour Morata, qui a été sorti à la mi-temps. Si on peut avoir toutes les autres notes des joueurs espagnols, ils ont tous bien sûr la moyenne, que des grosses notes, une victoire 6-0 bien sûr, tout le monde a fait son match. On continue avec l'autre match dans la même poule que l'Espagne, la Norvège qui bat la
Géorgie 2-1 et occupe la 3e place de son groupe derrière l'Espagne. Donc les deux buteurs côté norvégien, Haaland, Odegaard, les deux cracks on va dire du côté de la Norvège. Donc tout d'abord les stats, 16 tirs, 4 tirs cadrés et 2 buts pour la Norvège. Et les deux cracks norvégiens, Haaland et Odegaard, buteurs ce soir face à la Géorgie. Et concernant Erling Haaland, nouveau but pour lui. Donc sur ces 3 derniers matchs avec la Norvège, c'est 4 buts pour Erling Haaland. Et avec la Norvège, c'est 26 matchs joués en sélection A pour 25 buts pour Erling Haaland. Donc quasiment un ratio de 1 but par match, que ça soit dans n'importe quel club où il a joué, que ce soit c'était Salzbourg, Dortmund ou Manchester City, et même chose du côté de son pays norvégien. Et du coup le classement de ce groupe A, donc l'Écosse était exempt. Du coup c'est toujours l'Écosse en tête. N'oubliez pas que l'Écosse a tout gagné, 5 matchs, 5 victoires, donc 15 points. Devant l'Espagne 9 points, la Norvège 7 points. Notez que la Norvège a un match de plus que l'Espagne. Voilà. La Géorgie 4 points et la Chypriote 0 points avec déjà 17 buts encaissés. Donc voilà, concernant, n'oubliez pas, c'est les deux premiers qui se qualifient. Donc la Norvège, ça va être compliqué. Il va falloir absolument s'imposer contre l'Espagne et espérer un faux pas des Espagnols lors d'un prochain match. La Belgique joue contre l'Estonie sans souci pour les Belges, 5-0. On peut voir les buteurs Vertonghen, Trossard, De Ketelaere et Lukaku, doublé de Lukaku. Donc tout d'abord les stats, les stats en faveur totale des Belges. Et Lukaku, double buteur en 3 minutes. C'était à la 56e et 58e minute de jeu. En espace de 3 minutes, 2 buts pour Lukaku, le capitaine de cette équipe belge. Et grâce à son doublé, Lukaku atteint le palier des 77 buts avec la Belgique. Un meilleur buteur bien évidemment de l'histoire de la Belgique. Donc félicitations bien sûr au nouveau joueur de l'AS Roma. Dans le même groupe de la Belgique, il y avait la Suède contre l'Autriche. Donc c'est l'Autriche qui s'est imposée 3-1 du côté des Suédois. Une victoire très importante pour les Autrichiens. On peut voir les statistiques de la partie. Et du coup, ce classement, pourquoi c'est une victoire très importante? Parce que bon, la Belgique est en tête, 13 points, mais ex aequo avec l'Autriche. Et du coup, la Suède qui s'est inclinée 6 points. Donc ça sent bon pour la Belgique et l'Australie. L'Autriche pour se qualifier. Parce que la Suède, ils ont quand même pas mal de points. Ils ont 7 points de retard sur le deuxième, la place qualificative. Donc voilà, ça sent bon pour la Belgique et l'Autriche pour se qualifier. L'Italie contre l'Ukraine. Victoire des Italiens. Tiens, dans ma vidéo TikTok, les gars, j'ai dit score exact de 2-1. Bah, tiens, ça a été 2-1 pour l'Italie. Fratesi, le double buteur côté italien. Une victoire très importante pour l'Italie qui a été obligée de s'imposer après le match nul, un partout qu'ils ont fait du côté de la Macédoine. Donc les stats du match. Bon, j'ai pas vu le match vu que je regardais les Bleus, mais bon, c'est plutôt mérité bien sûr pour l'Italie. Et du coup, dans ce classement, parce que la Macédoine s'est imposée 2-0 à Malte pour l'autre match du jour, l'Angleterre est exempt pour le match d'hier. Donc l'Angleterre, bien parti pour se qualifier après. Ça va se jouer entre 3 équipes. Je vous ai dit que l'Italie c'était une victoire très importante du coup. Ils sont deuxième dans 7 points, l'Ukraine 7 points et la Macédoine également 7 points. Notez que l'Italie a un match en retard par rapport à l'Ukraine et la Macédoine. Donc voilà, concernant ce groupe C de l'Euro. Concernant notre groupe, les gars, c'est le groupe de la Suisse contre Andorre, 3-0 pour les Suisses, pas de souci. L'Andorre, ils n'ont pas tenté la moindre frappe du match, donc voilà, 3 tirs cadrés pour les Suisses, ils ont marqué ces 3 buts. Donc voilà, le Suisse bien parti à 14 points. À noter que derrière, ça pousse aussi à 12 points et 11 points pour Roumanie et Israël. Et concernant un match entre le Kosovo et la Roumanie, donc disputé dans le groupe IA des éliminatoires, donc a été arrêté à la 15e minute de jeu en raison du déploiement d'une banderole. Le Kosovo et la Serbie dans les tribunes. Des incidents ont éclaté dans les tribunes de la Roumanie. C'est pour ça que le match a été retardé pendant pas mal de minutes. C'est pour ça qu'il a repris beaucoup plus tard. Et du coup, c'est la Roumanie qui s'est imposée 2-0 lors de cette rencontre contre le Kosovo. Du coup, tous les autres résultats, donc je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Il y a quel match Israël-Biélorussie que j'ai pas parlé. Il y a eu 1-0 pour l'Israël. Sinon, je crois que j'ai parlé de tous les matchs. Donc voilà, vous avez tous les résultats des derniers matchs pour se qualifier pour l'Euro. On continue, on va parler rapidement toujours en Europe, mais de quelques matchs amicaux. Tout d'abord, l'Écosse et l'Angleterre. Tiens, 2 équipes sont premiers de leur groupe. Ils jouent en match amical. Et du coup, c'est l'Angleterre qui s'est imposée 3-1. On peut voir Phil Foden, Bellingham et Harry Kane, les 3 buteurs côté anglais. Et côté écossais, c'est également un joueur anglais. C'est Harry Maguire qui a marqué contre son camp. Donc ça, c'est pas pour lui. Bref. Donc l'Angleterre, c'est 10 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. L'Écosse, c'est 0 tirs cadrés, mais ils ont marqué un but grâce à ce joueur, j'ai dit, Harry Maguire. Donc Maguire rentre à la mi-temps, 46e minute de jeu. Et 20 minutes après, but contre son camp d'Harry Maguire. Bon, j'ai vu le but. J'ai pas vu le match, mais j'ai vu son but. Bon, il n'y a pas de chance, mais bon, il la met quand même au fond contre son propre gardien. Donc voilà, c'est un joueur déjà souvent beaucoup critiqué avec un nouveau but contre son camp. Donc voilà, c'est pas fou, on veut dire, pour Harry Maguire. Et Jude Bellingham, donc lui buteur dans les cages adverses, bien sûr dans les cages écossaises. Et cette saison, Bellingham, lui, c'est 6 matchs, 6 buts et 1 passe D si on prend en compte l'Angleterre et bien évidemment le Real Madrid. Quel joueur, Bellingham. Donc il y a seulement contre l'Ukraine, il n'avait pas marqué. Sinon tous les autres matchs, il a marqué au moins un but.
le nouveau numéro 10 du côté de l'Angleterre, et toujours sa célébration parce qu'hier il a été buteur. Face à sa célébration, il ouvre les bras. Donc la même chose au Real, la même chose du côté de l'Angleterre. Et regardez, il influence même ses coéquipiers comme Declan Rice ou même Phil Foden qui font en gros la même célébration tout simplement que Jude Bellingham. On continue les gars, on prend la direction cette fois-ci du continent africain. Il y a un match très important, je l'avais dit, ce Cameroun-Burundi. Je dis l'équipe qui gagnait avait son billet pour jouer la CAN. Et du coup c'est le Cameroun qui s'est imposé 3-0 contre le Burundi. Donc Mbemo, Wu et Aboubakar, les 3 buteurs côté camerounais. Donc en gros ça s'est très bien passé pour le Cameroun. A noter que le premier but 46e minute de Mbemo, il y avait 0-0 à la mi-temps. C'est une énorme boulette des joueurs du Burundi. Je ne sais pas ce qu'ils font, ils relancent tranquillement et un joueur il essaie de faire une passe totalement foirée. En gros ça fait passe D pour le buteur camerounais. C'est vraiment une faute professionnelle qui coûte une qualification pour la CAN pour cette équipe Burundi. Donc les stats de la partie, j'ai pas vu non plus le match, mais on peut voir efficace le Cameroun, ça fait 5 tirs cadrés pour 3 buts inscrits, donc félicitations à eux. Et du coup c'est officiel, le Cameroun se qualifie pour la CAN 2024, ils ont bien leur ticket pour jouer cette CAN. Regardez Nicolas Pepe ce qu'il avait mis. Donc Nicolas Pepe c'est un joueur ivoirien, ils sont déjà qualifiés bien sûr. La Côte d'Ivoire, vu que c'est eux qui organisent la CAN, c'est les Camerounais, parce qu'il est à fond derrière le Cameroun. Il voulait que tout simplement cette sélection qui se qualifie pour jouer cette compétition. Et du coup maintenant on connaît tous les qualifiés, ça y est, il n'y a plus de barrage, il n'y a plus rien du tout, on connaît toutes les équipes africaines qualifiées pour jouer cette CAN. Je ne vais pas toutes les citer, vous les avez là sous vos yeux. Donc maintenant, je ne sais pas quand exactement, pour rappel, donc la compétition se déroule du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, mais ce que je ne sais pas, c'est quand seront les tirages au sort. Ça va être là dans pas longtemps, tirage au sort des poules, bien évidemment, pour jouer cette CAN. Donc voilà, concernant ce championnat d'Afrique des Nations. Toujours avec les équipes africaines, il y avait aussi quelques matchs amicaux. Tiens, Maroc contre le Burkina Faso, les Marocains par rapport, on sait ce qui s'est passé un vendredi soir, tremblement de terre, tout ça. Donc ils jouent un match, c'était du côté du Stade Bollaert à Lens hier ce match. Et du coup le Maroc s'est imposé 1-0, mais outre le football qui passe au second plan, c'est un match bien sûr pour retrouver déjà les supporters marocains, parce qu'il y avait beaucoup de supporters marocains qui sont venus dans le stade de Lens pour suivre déjà le Maroc, mais surtout par rapport à ce qui s'est passé bien sûr, pour qu'il y ait une communion entre les joueurs et le public. Donc le Maroc, j'ai dit, s'impose 1-0, et les joueurs du Maroc et du Burkina Faso posent avec une banderole, tous avec les victimes du séisme, avant le coup d'envoi de leur match amical. Voilà, donc cette magnifique photo. Donc les joueurs du Maroc ont effectué une prière collective après avoir inscrit un but face au Burkina Faso. Donc le Marseillais Azdin Ounahi, buteur lors de ce but à la 36e minute de jeu. Ils ont tous fait une prière collective bien sûr pour la tragédie. On sait qu'il y a eu du côté du Maroc. Et les supporters marocains présents en nombre à Bollaert ce soir brandissent des banderoles en soutien à leur peuple touché par le tremblement de terre. Donc par exemple, je peux voir pour le peuple marocain. Voilà, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de supporters marocains bien sûr qui sont venus pour assister à cette rencontre. Et pour venir en aide à la population, les joueurs et le staff de la sélection marocaine vont faire don de l'ensemble de leurs primes de match jusqu'à la prochaine Coupe d'Afrique. Donc voilà, toutes les primes, parce qu'à chaque fois, même si c'est des matchs amicaux, ils touchent des primes. Et en gros, toutes ces primes des joueurs marocains seront reversées à des associations pour ceux les plus démunis, bien évidemment, du côté du Maroc par rapport à ce terrible tremblement de terre. Donc voilà ce qu'il y avait à dire, et félicitations Maroc pour leur victoire. On continue, on va parler d'une autre affiche, les deux derniers vainqueurs de la CAN. Là, c'était une très belle rencontre. Sénégal contre l'Algérie, et c'est l'Algérie qui s'est imposé 1-0 au Sénégal. Le match avait lieu au Sénégal. C'est Fares Chaibi, l'unique buteur du match. L'ancien Toulousain, maintenant joueur de Francfort, il a été transféré lors du dernier mercato, vient d'ouvrir le score, puis ça a été le seul but de la rencontre. Donc félicitations à lui. Et côté sénégalais, donc c'est rare que le Sénégal perd à domicile. Donc n'avait plus perdu à domicile depuis 2012, soit 11 ans. Ça faisait 11 ans qu'il n'avait pas perdu le moindre match à domicile. L'Algérie a cassé cette invincibilité hier soir lors de ce duel entre deux grands bien sûr africains. Islam Slimani, ancien joueur algérien, il ne joue plus, il n'a pas joué hier, mais il chambre les Sénégalais sur son compte Instagram. Voilà, je vous laisse ce qu'il a mis, Islam Slimani à 09, il a mis on n'entend plus personne, voilà, par rapport aux supporters sénégalais, parce qu'avant bien sûr il y avait du chambrage, les supporters sénégalais ils disaient qu'ils allaient gagner, puis du coup il a mis ce petit message, Slimani. On continue, il y avait aussi un beau Égypte-Tunisie, et c'est la Tunisie qui s'est imposée 3-1 du côté de l'Égypte, donc très belle victoire pour les Tunisiens, et surtout la Tunisie met fin aussi à une magnifique série de l'Égypte. L'Égypte restait sur 8 victoires
victoires d'affilée. C'était l'équipe à battre, puis ils ont gagné ce match, la Tunisie. Donc félicitations à eux. Et les joueurs tunisiens, après leur 3e but face à l'Égypte, en gros, ils ont chambré un peu Mohamed Salah. On sait que Salah, il fait des fois la célébration comme ça, où il lève son genou. En gros, ils ont fait ça, les joueurs tunisiens, pour chambrer Salah, qui a joué le match entier. Mohamed Salah, le joueur de Liverpool. On continue avec aussi un beau Japon contre la Turquie. Et le Japon, impressionnant, après avoir mis 4-1 en Allemagne il y a quelques jours. Cette fois-ci, ils ont passé 4 à la Turquie. Donc Ito, A Ito et J Ito et Nakamura ont été les buteurs. Donc c'est des joueurs, Nakamura et Ito, je ne sais plus c'est lequel, ils jouent à Reims, ces deux joueurs là. Donc le Japon, les gars, pour moi c'est une équipe tellement sous-cotée, vraiment trop sous-cotée, le Japon. Donc Turquie, ça soit l'Allemagne, le Pérou, même Salvador. Donc c'est que des victoires, et en plus des victoires avec pas mal de buts à chaque fois, minimum 4 buts inscrits, c'est fou, même Salvador c'est 6 buts inscrits pour le Japon. Donc une équipe, de toute façon on le sait, ils ont été performants lors du dernier mondial, et voilà, c'est toujours une équipe bien sûr très très forte dans le football. Et côté turc, le buteur, les gars, c'est Yildirim, buteur face au Japon en amical. Il avait déjà été buteur lors du dernier match de la Turquie contre, je crois que c'était l'Arménie, je ne me trompe pas. Il a été buteur hier. Donc 2 buts en 2 matchs pour le nouveau joueur du Stade Rennais. On était où là? On était au Japon, je crois que c'est au Japon. Là, on prend la direction du continent sud-américain parce qu'il y avait des matchs la nuit dernière. On commence tout d'abord avec l'Argentine qui jouait en haute altitude du côté de la Bolivie. Pourquoi haute altitude? Parce que ce stade, la Bolivie, a plus de 3500 mètres d'altitude. Donc il y a toujours des problèmes pour respirer, manque d'oxygène. Pas de souci pour l'Argentine qui s'est imposée 3-0 en Bolivie. Donc Enzo Fernandez, Tagliafico et Nico Gonzalez ont été les 3 buteurs côté argentin. Donc voilà, bon, à noter que la Bolivie a pris un rouge en première période, parce qu'elle a félicité un peu le match des Argentins. Mais bon, l'Argentine sans souci. Donc les stats de la partie, donc en nette faveur de l'Argentine, 15 tirs, 7 tirs cadrés et 3 buts. Donc félicitations à l'Argentine qui gagne ses 2 premiers matchs. Ils ont gagné 1-0 il y a quelques jours contre l'Équateur, et là ils gagnent 3-0 en Bolivie. Et l'Argentine bat la Bolivie à La Paz, donc j'ai dit en altitude. La haute altitude n'est pas un problème quand on est au sommet du monde, c'est vrai. On sait que c'est l'équipe qui a gagné la dernière Coupe du Monde. On va parler d'Aurel Di Maria, le infatigable Aurel Di Maria. Donc il a joué, il n'a pas marqué, mais il a délivré 2 passes D pour Enzo Fernandez, 31e, c'est lui la passe D. Et pour Tagliafico, le joueur de Lyon, buteur également, c'est lui qui délivrait aussi la passe D. Aurel Di Maria, auteur de 2 passes décisives pour ce match hier. Et sur ces 6 matchs, Benfica plus Argentine en ce début de saison, ces 6 matchs, il y a déjà 3 buts et 3 passes D pour Aurel Di Maria, qui devrait, d'après ce que j'avais pu voir, une info là, il y a quelques jours, il devrait normalement annoncer sa retraite internationale, donc avec l'Argentine à la fin de la Copa América, donc l'été 2024. Le numéro 10, donc on pense à Messi en Argentine, non les gars, le 10 c'était plutôt Correa. Donc Correa porte ce soir le numéro 10 de Messi en Argentine, parce que Messi n'a pas été convoqué pour affronter la Bolivie, peut-être parce que son entraîneur, il a dit qu'il voulait le faire souffler tout simplement, donc voilà. Donc c'est pour ça que Messi n'était pas là. Bon, il n'était pas là dans le groupe, mais il était bien présent en Bolivie. Donc Messi a fait le déplacement avec son équipe. Il aurait pu rentrer chez lui, comme par exemple Ronaldo. Tiens, Ronaldo, les gars, qui n'a pas joué parce qu'il était suspendu. Il n'était pas là lors du match contre Luxembourg. Il n'était pas non plus dans le stade. Donc Messi, lui, est venu avec l'équipe de l'Argentine en Bolivie pour les suivre, même s'il savait qu'il n'allait pas jouer. On peut voir tout souriant, Léo Messi, sur le banc hier lors de cette rencontre. Et le petit message qu'il a mis sur ses réseaux sociaux. Donc vamos, voilà, avec cette victoire bien sûr de l'Argentine, je dis 3-0 hier du côté de la Bolivie. Et tiens, Rodrigo de Paul, son ange gardien on peut dire, son garde du corps. Donc avoir Messi avec vous malgré son absence, est-ce un exemple de son leadership? Voilà, est-ce que c'est un leadership qui soit là alors qu'il ne va pas jouer? Il a dit c'est un leader absolu et un exemple d'amour et de soin pour l'équipe. Il aurait pu partir et profiter de l'anniversaire de son fils Matteo, et pourtant il est venu ici en Bolivie alors qu'il savait qu'il n'allait pas jouer, Léo Messi. Donc voilà ce que pense Rodrigo de Paul de son ami Léo Messi. On continue avec les autres matchs. Il y avait un Pérou, c'était à 4h du matin, il y a quelques heures. Pérou-Brésil, et c'est le Brésil qui s'est imposé. Petite victoire 1-0, mais victoire bien sûr très importante pour les Brésiliens. 2 matchs, 2 victoires pour eux. Donc le buteur, les gars, c'est Marquinhos, le défenseur parisien, sur une passe D de Neymar. Donc buteur à la 90e minute de jeu, dans les dernières secondes de la partie. Donc dommage pour le Pérou qui aurait pu accrocher l'équipe brésilienne, et un but quasiment 100% parisien, si Neymar bien sûr aurait été encore joueur du PSG. Donc voilà, quelques photos du match. Félicitations à Marquinhos. L'unique buteur de la rencontre, et les stats de la partie où ça a été un match compliqué pour les Brésiliens. Et des supporters péruviens, donc du Pérou, ont tenté de lancer une malédiction à l'encontre de Neymar pour les qualifications de la prochaine Coupe du Monde opposant le Brésil au Pérou cette nuit. Donc c'est une vidéo, on peut voir un poster de Neymar par terre, je sais pas ce qu'ils font, j'essaie de lui envoyer une malédiction, tout ça. Bon,
je sais pas, ça n'a pas trop marché vu que Neymar a été décisif quand même, celui qui fait la passe D pour le but de Marquinhos. On continue, il y avait aussi, c'était Équateur, très bonne équipe, on les avait vus. Maintenant, c'est une équipe que tout le monde connaît, l'Équateur. Leur dernière Coupe du Monde, ils avaient gêné les Pays-Bas ou même le Sénégal. Ils avaient le Qatar aussi dans leur groupe. Et je contre l'Uruguay, ils ont gagné 2-1 l'Équateur. Donc, félicitations à cette équipe. On peut voir les statistiques de la partie plutôt logiquement. Elles se sont imposées. L'Équateur à domicile. Le Chili contre la Colombie 0-0. Rien à dire sur cette rencontre. Voilà, donc ça fait un point pour les deux équipes. Il y avait pour finir le Venezuela contre le Paraguay. C'est le Venezuela qui s'est imposé 1-0 contre le Paraguay. Du coup, le classement, je vous ai dit, il y a 10 équipes. Les 6 premiers se qualifient directement. Le 7e jouera un match de barrage contre une autre nation. Et les autres, les derniers, ne joueront rien. Ils ne seront pas qualifiés, bien sûr, pour la prochaine Coupe du Monde. Donc, Brésil-Argentine, 2 matchs de victoire sont déjà en tête, bien sûr, de ces qualifs du côté du continent sud-américain. Et on revient, nous, et on va finir avec ça. On revient en Europe. On va revenir sur le dossier Paul Pogba et Deschamps, les gars, à la fin du match contre l'Allemagne. Donc, j'ai échangé avec Paul Pogba en message. Le connaissant, je ne peux pas imaginer qu'il se soit dopé. Donc, il a réagi parce qu'à la fin du match, l'après-match de ce Allemagne-France, il a été journaliste, lui demandait des questions par rapport à Pogba. Vous savez, ce testostérone qu'il a, puis du coup, c'est un produit dopant. Il a dit: je me rappelle encore certaines discussions avec lui par rapport au vaccin et au Covid, mais la substance, elle y est, à moins qu'il y a contre-expertise, mais savoir le pourquoi du comment, je ne pense pas que lui sache, malheureusement. C'est dur pour lui, ça fait négatif à nouveau, ça fait un de plus. Voilà ce qu'a pu dire Deschamps par rapport à Paul Pogba. Kingsley Coman aussi, lui aussi qui est interviewé par rapport au contrôle positif du dopage de Paul Pogba. Il a dit: au soutien Paul, c'est la famille, on ne peut pas croire un seul instant que ça soit intentionnel. C'est-à-dire que ce soit vraiment Paul Pogba qui a vraiment pris ça. Il aurait pu peut-être avoir ça, mais sans qu'il le sache. Et c'est pas pareil, sans qu'il le sache. Ici, c'est lui vraiment qui a voulu le faire. C'est pas la même chose. Et le contrôle positif, peut-être on sait comment il aurait pris cette testostérone, du coup, un produit dopant. Donc, le contrôle positif à la testostérone de Paul Pogba serait dû à un complément alimentaire acheté aux États-Unis, parce qu'oubliez pas que la Juventus avait fait une pré-saison du côté des États-Unis. Et en gros, il aurait acheté un complément alimentaire qui viendrait en gros du testostérone. La pioche, donc Pogba, aurait été conseillé par un ami médecin basé aux États-Unis. Problème, ni le club ni le staff médical de la Juve n'était au courant de cette consommation par Paul Pogba. Personne ne savait qu'il prenait ça. Et en gros, dans ça, il y avait de la testostérone et on sait que c'est interdit. Et c'est pour ça que ses urines relèvent qu'il a de la testostérone. Et c'est pour ça qu'il pourrait potentiellement, la Juve pourrait résilier le contrat de Paul Pogba parce qu'il pourrait être suspendu jusqu'à 4 ans maximum. Il a 30 ans, donc ce serait une catastrophe bien sûr pour Paul Pogba, surtout qu'il a beaucoup de mal avec pas mal de blessures ces derniers temps. Donc voilà actuellement la situation du joueur français. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On a parlé de beaucoup de résultats hier. Donc il y a encore pas mal d'infos les gars. Je n'ai pas pu vous donner là vu qu'on a parlé pas mal de résultats. Ça sera cet après-midi dans l'After Zap Image et demain matin bien sûr prochain numéro du ZD. Allez moi je vous souhaite un bon mercredi et à plus tard.